Merci d'être avec nous, pour ce webinar. Merci aussi donc, à Freddy Grangeur qui est là. Le sujet, d'aujourd'hui qui nous anime, c'est, comment déployer, Kubernetes sur le cloud souverain Scaleway avec bien sûr, l'appui, d'un témoignage de l'ADEME sur ce projet. Donc je vais laisser, rapidement, Freddy, se présenter. Donc moi c'est Frédéric Angeard, je suis, responsable de l'hébergement cloud, ça comprend un certain nombre de choses, de la définition de l'infrastructure cloud en passant par, la galaxie d'outils qu'il faut mettre en place, jusqu'à la migration des applications et l'accostage, des nouvelles applications de l'ADEME. L'ADEME donc qui est l'Agence de la transition écologique, qui a pour, objectif, les objectifs principaux de l'ADEME sont la lutte contre le réchauffement climatique et la dégradation des ressources. Et donc du coup, dans ce cadre-là, on accompagne un certain nombre d'acteurs, que ce soit des acteurs publics, ou privés, pour prendre les bonnes décisions et mener des actions, pour, avoir une, des choses, mettre des choses en place, des choses vertueuses, pour améliorer et respecter la planète. On intervient sur beaucoup de domaines, que ce soit l'énergie, l'air, l'économie circulaire et bien d'autres. Je te repasse la main. Merci. Du coup, moi, donc, c'est Didier Ségura. Je travaille donc en tant qu'ingénieur système réseau à Calliope et je suis effectivement spécialisé dans la virtualisation, les déploiements Kubernetes et Argo CD. Voilà, j'ai, une forte expérience dans la partie cloud et tout ce qui va être sécurité et réseau. Hem Aujourd'hui, du coup, une petite parenthèse donc, sur l'entreprise Calliope, sur le groupe Calliope. C'est une agence, avant tout de conseil, mais qui est, effectivement votre partenaire digital pour créer de la valeur sur toute la chaîne de valeur potentielle. On va, travailler et intervenir sur toute cette chaîne de valeur en mettant à bien toute notre expertise sur de multiples domaines, aussi bien l'e-commerce, l'IoT, la mobilité, l'utilisation expérience utilisateur, pardon, et surtout ce qui va nous animer aujourd'hui, la partie cloud. Donc là où, notre équipe, moi en l'occurrence également, a participé, à ce projet. Hem, Calliope a, une activité qui est, sur le cloud, une équipe d'un nombre certain de personnes, dans notre équipe qui travaillent, sur, toute la partie cloud et depuis quelques années maintenant, on a fait en sorte de focaliser, notre expertise sur la partie Kubernetes et Argo CD afin, quelque part de fournir à nos clients une solution, efficace et résiliente, en étant quelque part agnostique des cloud providers, en ayant fait un gros effort, pour pouvoir arriver et atterrir sur des cloud providers avec finalement quelque chose de systématiquement plus ou moins la même chose, en tout cas un noyau solide sur du Kubernetes et de l'Argo CD pour faciliter les déploiements applicatifs. Donc on sait aujourd'hui répondre à différents cloud providers sans aucun souci. Ce qui va nous animer aujourd'hui, au niveau de ce sommaire, c'est quelque part quels sont les enjeux, des acteurs publics. Pourquoi on va aller, chercher une solution française éco-responsable? Pourquoi donc? Et là, en l'occurrence, on va parler de Scaleway. Et puis comment on a réussi, à, faire en sorte de mettre de l'infrastructure as code, avec Scaleway, avec sa solution Capsule, qui est la solution qui permet de déployer des clusters, Kubernetes managés. Et puis quelque part, pour arriver, à atteindre les objectifs qu'on avait avec le projet de l'ADEME, qu'est-ce qu'on a pu mettre en place comme méthodologie pour arriver à avoir une approche, efficace des déploiements applicatifs des différentes équipes de déploiement? Avant ça, je vais repasser la main à Freddy pour qu'il fasse un petit peu le point sur la genèse du projet. Alors du coup, le projet est arrivé, au niveau des acteurs publics, il y a une doctrine qui a été mise par l'État, c'est le cloud au centre. Donc on s'est posé la question de passer, nos applications sur le cloud. Pour ça, on a été accompagné dans un premier temps par Alterweb pour une partie audit de notre plateforme, des tests, un POC, un premier POC qui a été jusqu'à la mise en production de quelques applications, on va dire, assez simples et assez standards, qui étaient moins critiques que l'ensemble, enfin qui étaient peu critiques par rapport à l'ensemble de nos applications et du coup qui étaient moins exigeantes. Ça nous a permis d'arriver à une étape, importante, qui est la rédaction du cahier des charges qui va nous permettre de lancer un appel d'offres, qu'on a travaillé avec, Keops,
et sur lequel on a pu s'appuyer, sur ce qui a été fait pour se dire: «Bon, bah, voilà, on a ça à disposition, il faut qu'on définisse des exigences assez hautes parce qu'on a beaucoup de choses à mettre sur beaucoup d'applications diverses à mettre dessus», et donc c'est Calliope et DRI qui ont, remporté cet appel d'offres, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, avec Calliope. On va se focaliser un peu sur les enjeux d'un acteur public. Dans un premier temps, on va parler des objectifs de l'ADEME. Donc les objectifs d'aller vers le cloud, c'est parce on avait besoin d'une plateforme, pour héberger un certain nombre d'applications, beaucoup d'applications, de l'ADEME, environ on va dire une centaine d'applications, on n'y est pas encore, mais on va les migrer au fur et à mesure avec des technos, variés puisqu'on a beaucoup d'équipes de développement, de prestations différentes. Et donc faut pouvoir, standardiser tout ça. Il faut pouvoir leur mettre à disposition des outils pour faire des déploiements rapides, et uniformisés, avoir la possibilité avec ces outils d'observer, d'exploiter et de sécuriser la plateforme. Et donc pour, mettre en place cette plateforme, bien sûr pour l'ADEME, c'était important de choisir un cloud souverain et éco-responsable, on y reviendra. Les enjeux spécifiques à un acteur public, donc là j'ai mis, les points clés, je vais les reprendre un petit peu. On a la partie résilience, pour la disponibilité des applications, la disponibilité de la plateforme, c'est important au niveau de l'image publique, que rejette l'ADEME. La sécurité de la plateforme, en tant qu'acteur public, on est ciblé, par des attaques, un peu plus spécifiques, où on est un peu plus mis en avant en tout cas. La vélocité, mise à disposition rapide, on a des besoins de mise à disposition rapide d'applications, notamment parce qu'on a des fois des annonces gouvernementales qui viennent et on a des demandes du gouvernement qui nous obligent à être assez réactifs. Et la flexibilité pour adapter, on va dire, la charge des applications, la charge du besoin d'infrastructure, parce qu'on a des applications qui ont, des saisonnalités et qui, nous obligent à avoir des pics de charge ou à absorber en tout cas ces pics de charge. Pour ça, c'est plutôt pour la partie technique. Pour la partie exemplarité, on a besoin d'avoir, nous, à l'ADEME, un acteur ou un partenaire éco-responsable. J'en ai déjà parlé au début, c'est l'adoption de la doctrine cloud au centre qui est mise en avant par le gouvernement, où les acteurs publics se doivent d'aller, en tout cas de faire le nécessaire pour essayer, d'amener, du cloud dans son SI, et bien évidemment, en tant qu'acteur public, privilégier les acteurs français, notamment parce qu'on est, à la fois, financé par le gouvernement et que c'est important qu'on travaille, à améliorer l'économie française et de faire travailler des acteurs français. Donc un cloud, le dernier, c'est un cloud, souverain et éco-responsable, notamment pour ces 3 raisons. Donc la souveraineté des données, pour éviter de subir ou, d'être sous le joug du Cloud Act, et sécuriser et confidentialiser la sécurité et la confidentialité des données sont importantes. La souveraineté technologique pour avoir une indépendance technologique, et puis pour, faciliter la réversibilité, Didier en a déjà parlé, Kubernetes nous permet en fait de facilement passer d'un cloud à un autre. C'est important d'avoir ce genre de choses, et l'utilisation d'énergies renouvelables, ça c'est, assez, important, surtout au niveau de l'ADEME. C'est comme ça on s'est retrouvé à sélectionner la solution, Scaleway au sein de l'ADEME, pour ces différentes raisons. Vous pourrez aller chercher, d'ailleurs, sur leur site, c'est très bien fait, et vous tapez sur le moteur de recherche Scaleway et environnement, vous tomberez sur leur politique environnementale qui est, assez détaillée. Et point important, donc c'est un acteur, français qui a un cloud 100 européen, donc avec, des data centers qui se trouvent, à Paris, à Amsterdam et en Pologne, dans une ville, dont, j'éviterai d'écorcher le nom, donc je ne le dirai pas, mais voilà, qui reste, 100 européenne. Ouais, tout à fait. Et effectivement sur les autres points, qui sont des points clés dans cet accompagnement de ce choix du cloud souverain chez Scaleway, on peut parler, notamment du fait qu'on peut, chez Scaleway en tout cas, sortir, être interopérable et ne pas être vendor locké avec, une fonction, quelque chose qui a été vraiment conçu par le cloud provider et auquel après on a une très, très forte adhérence. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même plutôt bien, puisqu'on a encore cette liberté de choix de pouvoir, utiliser telle ou telle technologie et de pouvoir en sortir. On a également, du coup, de la scalabilité effectivement et de la résilience, comme tu viens de le dire, il y a plusieurs data centers, au niveau européen, donc on peut très bien faire le choix de dispatcher, ces ressources sur plusieurs data centers. On peut, également,
profiter d'un support chez Scaleway qu'on a pu largement éprouver et largement du coup aujourd'hui recommandé en termes de réactivité, en termes d'accompagnement sur des challenges de changement de features importantes. Voilà, donc vraiment des points très importants en tout cas pour aller de l'avant avec un cloud souverain européen et français. Donc là maintenant on va parler bah, du coup de qu'est-ce qu'on a pu faire et comment on a pu amener ce qu'on a fait sur l'ADEME. Donc la Je vais mise en juste place. je vais juste Oui, insister juste sur le point de l'assistance client qui est importante pour moi, côté Scaleway. C'est qu'on a toujours eu de la réactivité et notamment une vision sur les produits qui allaient sortir. Ils nous ont toujours, accompagnés et on est en direct avec, les, heu, les oui. les les chefs de projet, produits qui nous permettent d'avoir de la visibilité, qui nous permettent d'avoir un impact aussi sur leur roadmap pour pouvoir, pousser des choses qui nous intéressent. Tout à Excuse-moi, fait. je te laisse continuer. C'est non, mais tu as raison de le repréciser. On a vraiment eu, sur chaque sujet, quelqu'un de vraiment privilégié et dédié à cette feature-là ou ce dont on avait besoin d'hyper réactif et de toute façon, on va le voir, on n'a fait que coller finalement à leur roadmap et aux choses dont on avait besoin pour faire évoluer en fonction finalement de ce qui nous pouvait nous challenger, les différentes, architectures et features. Hem, Mise en place d'une architecture donc as code avec, la solution Scaleway Capsule, puisque c'est ce qui va nous animer aujourd'hui. Comment on la pilote? Qu'est-ce qu'on peut faire? Hem, les enjeux, déjà de l'infrastructure as code pour faire un petit peu un point, le but, c'est d'automatiser un maximum les déploiements. C'est de faire en sorte que, tout soit reproductible et idempotent et de limiter au maximum, finalement les erreurs humaines, des manipulations qu'on pourrait faire à droite à gauche dans une interface web. Ça on n'en veut pas, on veut, que tout soit infrastructure as code, donc tout soit décrit dans un repo Git d'infrastructure qui décrit, comment était déployée une ressource et comment elle va donc du coup, être implémentée. Ce qu'on a voulu faire aussi, c'est, concevoir des modules, simples d'un point de vue, opérateur. C'est-à-dire que l'opérateur, quand il rentre dans un module, il fait une commande et ça va faire des choses un petit peu magiques parce que derrière, il y a une complexité, qu'il ne voit pas, mais que nous, on a dû, mettre en place pour rendre les choses plus fluides, plus rapides. Quand on a une demande de création d'une application, eh bien, on va, finalement juste implémenter quelques entrées. J'ai besoin d'une base de données, tel type de base de données, MySQL, PGSQL, est-ce qu'il y a besoin d'un bucket, quelle taille d'espace disque va avoir besoin de la base de données, quel type d'instance. Ça, c'est des choses qu'on doit du coup quelque part décrire, mais qui après facilement vont pouvoir être consommées par les différents modules et permettre d'avoir finalement quelque chose de très réactif, très rapide à mettre en place. Le but aussi d'automatiser les déploiements, c'est quelque part justement de pouvoir accélérer les cycles de déploiement applicatif et que nous ne soyons pas quelque part un frein à leur déploiement, à leur cycle de voilà d'itération. Voilà, on n'est pas bloquant. L'autre point très important, c'est l'idempotence du code, c'est le fait qu'on ait une traçabilité de qui a fait quoi, qui a mis à jour tel module, qui a rajouté telle ou telle fonction, grâce à finalement cette infrastructure as code. Et aujourd'hui, comment on arrive à approvisionner des ressources chez Scaleway? Bien évidemment, ils ont un provider Terraform. Provider Terraform qu'il faut vraiment noter est en constante amélioration et colle vraiment parfaitement, même des fois en avance de phase sur les features qui ne sont pas encore ouvertes, qui ne sont pas GA, qui ne sont pas publiques, disponibles, colle vraiment parfaitement et qu'il faut bien évidemment suivre si on veut pouvoir élargir son architecture et faire suivre les features qui nous intéressent. On va faire un point rapidement. Qu'est-ce que, on peut faire? Qu'est-ce que nous avons fait, avec ce code Terraform? Le Terraform, sur le projet de l'ADEME est vraiment, la brique centrale, qui nous permet, au niveau infrastructure, d'aller un peu plus loin même que, le périmètre d'infrastructure. On va, bien évidemment piloter donc avec ce Scaleway Provider, énormément de services Scaleway. C'est quelque chose qui s'enrichit au fur et à mesure. On l'a vu toute l'année 2023, il y a eu de plus en plus de services, des choses qui nous manquaient à l'init, des choses qui se sont améliorées. Donc un provider vraiment sec, en tout cas, il est sec en ce moment et il avance. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très bien. Mais on n'a pas fait que piloter du Scaleway, on va piloter d'autres briques, d'autres services
qui ont leur provider également dans Terraform, notamment un back-end de secret, Vault pour ne pas le nommer, dans lequel on va populer et mettre en place un squelette, une architecture de secret pour les différents environnements des applications et qui va donc pouvoir nous permettre d'automatiser beaucoup plus les déploiements. Également un provider Gandhi, là, pour ne pas le citer, mais ça pourrait être n'importe quel autre finalement hébergeur de DNS qu'on va pouvoir là aussi piloter pour pouvoir créer les enregistrements des applications dont on a besoin selon les environnements. Et puis du SonarCube pour pouvoir créer à l'avance les projets pour pouvoir les intégrer dans les pipelines et même mieux, euh, aller jusqu'à la limite de l'infra, c'est-à-dire là on commence à rentrer dans la partie un petit peu applicative, on va aller maintenant piloter en fait le GitLab, pré-générer les repos applicatifs en ayant déjà collecté en avance de phase les besoins des équipes, savoir si ça va être un multi-repo, un seul repo applicatif, et puis donc du coup populer toute la pipeline de CI avec des variables, avec les tokens, avec tout ce dont a besoin en fait la pipeline pour vivre, et même encore un tout petit peu plus loin, lui appliquer un custom template, c'est-à-dire quelque chose qui contient déjà un Dockerfile qui est pré-généré pour le client, enfin pour le projet des équipes, et qui va donc pouvoir nous permettre de générer, de builder le Docker et également une pipeline dont on parlera un tout petit peu à la fin quand même pour vous expliquer ce qu'on a fait également, mais une pipeline qui est templatisée et qui est commune à l'ensemble des projets, ce qui permet là aussi finalement de vraiment automatiser les déploiements. Et un petit élément dont je ne parle pas, un petit peu secret là, enfin on doit le voir, c'est Argo CD Provider. C'était la chose, le liant qui fait que, on va le voir, on a pu finalement être là au rendez-vous qu'on nous a imposé d'être là pour une migration au mois de juin dans des délais courts. Ça a vraiment été quelque chose qui nous a permis d'avoir de la vélocité et de permettre voilà, d'être à l'heure au rendez-vous sur ce déploiement. Donc on va le regarder un peu plus précisément après. Euh, alors Kubernetes dans le cloud, chez Scaleway, déjà, qu'est-ce que c'est Kubernetes? C'est finalement un logiciel open source qui va vous permettre de gérer et d'orchestrer vos containers sur des groupements de nodes, des groupements d'instances, donc des serveurs, donc des clusters. Et ce qui est intéressant quand on commence à faire ce genre enfin, on short ce genre de solution, c'est plutôt quand on veut aller vite sur des déploiements applicatifs, d'utiliser finalement un cluster managé que fournit le cloud provider, car ça élimine déjà une première complexité pour essayer d'atterrir sur ce type de technologie, c'est la mise en place d'un cluster Kubernetes on-premise, qui est quand même quelque chose qui déjà est très compliqué pour maintenir toute la partie réseau, le balancer, le B de stockage, tout ça, c'est pas quelque chose qu'on a forcément envie de commencer à gérer avant de vraiment se mettre à la partie applicative. Donc, ça nous permet d'avoir quelque chose de simple, en fait, clé en main, sur lequel on peut itérer, sur lequel on peut commencer à déployer des applications et finalement se concentrer sur l'élément essentiel, faire son application web. Quelque chose aussi de très important, la scalabilité. Là, effectivement, plus on va avoir besoin de déployer d'applications, plus le cluster va pouvoir s'étendre, ou au contraire, moins on va avoir besoin d'applications et le cluster va pouvoir se réduire. Et donc, quelque part, on va pouvoir maîtriser un peu son coût d'infrastructure, puisqu'on va pouvoir répondre à une charge et pas avoir tout le temps des ressources qui consomment pour rien. Autre point intéressant, en étant chez un cloud provider qui fournit ce service, on peut consommer finalement des services sur étagère que nous fournit le cloud provider. Chez Scaleway, il y en a un certain nombre, ça s'étoffe de mois en mois, ça permet de répondre à des besoins applicatifs qu'on a, métiers. Donc, qu'est-ce qu'on peut consommer, nous, dans notre architecture? Eh bien, Container Registry, donc c'est quelque chose qui va stocker les images Docker, un secret manager, et on le verra, ça a été une évolution, ça a été un nouveau produit qui est arrivé en cours d'architecture. Donc c'est un back-end de secrets, c'est là où on va stocker des secrets en format clé-valeur. Un object storage, donc un équivalent d'un S3, tout simplement, pour pouvoir avoir des buckets applicatifs. Et puis des bases de données managées. Donc là également, quelque chose d'intéressant, on va pouvoir avoir de la hot dispo, de la redondance éventuellement avec des read-write, des read-only, des serveurs donc read-only de bases de données sur une autre zone, ce qui permet de la redondance. Et puis, c'est pas vraiment un service sur étagère, c'est le fait qu'on puisse attacher des disques en fait à la volée, étendre les volumes, donc avoir quand même beaucoup de flexibilité toujours sur ce qu'on déploie. Qu'est-ce qu'on peut trouver au sein d'un cluster Kubernetes capsule, mais Kubernetes globalement? Un ingress controller. Donc un ingress controller, là, on a fait le choix sur cette architecture de partir sur Traefik. Il y en a d'autres. Il y a Nginx également, pour ne pas le citer, et puis
plein d'autres. Un Argo CD sur un cluster type de service qui va nous permettre de faire des choses très sympathiques qu'on va décrire après. Un external secret qui est un composant qui fait un petit peu de la magie en termes de synchronisation des secrets. J'ai parlé de back-end de secrets avec Secret Manager. Il y en a d'autres, comme le Vault, qu'on pilote aussi. Et donc, on va pouvoir consommer des secrets sur ces back-ends et les synchroniser en les posant dans les namespaces des applications et en maintenant cette synchronicité assez facilement. Un cert manager pour piloter une zone DNS et faire des challenges ACME, HTTP 01 ou DNS 01, ce qui nous permet de délivrer des certificats automatiquement. Et une stack d'observabilité, c'est quand même plutôt recommandé. Voilà, je vois qu'on est passé à la slide suivante. Donc effectivement, la genèse du projet, l'analyse des besoins. En février 2023, comme cela a été dit par Freddy, on se positionne, le groupe KEB se positionne avec DRI sur cette offre de marché, on l'obtient et on commence à avoir les clés de l'architecture qui est actuellement en production et on observe, on analyse l'existant et on essaie de comprendre et en fait tout le besoin métier, comment fonctionnent les applications, comment elles sont déployées, et pourquoi aujourd'hui, quand on arrive sur cette architecture, on a ce qu'on a. On a ce qu'on a. Qu'est-ce qu'on a en février 2023? On a un container registry, des object storage, des blocs volumes rattachés à des instances. Donc, comme je disais, le cluster capsule est constitué de groupes de serveurs. Donc là, un autre groupe qu'on va appeler pool FR par 1, par exemple, enfin, qu'importe. Mais en tout cas, on est sur une single AZ, on est sur une seule zone en Paris 1. On a un load balancer et des worker nodes. Ce qu'on constate rapidement, c'est que les worker nodes ont toutes, donc les serveurs qui vont porter les pods et vos applications, ont toutes une IP publique différente et chaque application sort finalement avec une IP publique complètement différente. Il n'y a pas une seule IP de sortie pour l'ensemble du cluster. Donc, on essaie de comprendre pourquoi. Et puis, on voit au niveau des bases de données qu'à l'heure actuelle, tout ce qui peut communiquer avec les bases de données est sur une patte publique. On fait l'état des lieux, on étudie le cahier de contraintes et on voit déjà des points qu'on conseille au niveau du client et qu'on alerte sur comment on va faire pour répondre à ce besoin. La grosse analyse se fait sur comment on pourrait faire aussi au niveau application développement pour que les déploiements soient plus homogènes, qu'on arrive à gagner en vélocité, en rapidité de déploiement. Donc on fait un gros travail sur quelque chose qu'on va présenter après, qui est finalement la conception d'un paquet Helm, qui va répondre à une autre partie de l'automatisation, qui est le déploiement finalement des applications et des éléments nécessaires à ce que l'application soit parfaitement déployée. Juin 2023, première vague de déploiement de mise en prod des applications web, donc une dizaine d'applications web de production, mais également de hors production. Ce que j'ai pas dit là, c'est que on est parti sur une architecture multi-cluster, c'est-à-dire qu'on a un cluster de service qui va piloter deux autres clusters, un cluster de hors production et un cluster de production. Les deux clusters production et hors production sont ISO. Le cluster de service, lui, en fait, héberge tous les services nécessaires à ce que les applications soient déployées correctement. Donc, en l'occurrence, du Argo CD, avec du coup des M-Charts qu'on va essentiellement, pendant ces 4 mois-là, essayer de construire pour arriver à déployer très rapidement et être là au rendez-vous du mois de juin pour tout déployer. Il a fallu également être force de proposition sur des contraintes de synchronisation des assets, par exemple, entre deux clusters de deux projets Scaleway complètement différents, pour pouvoir faire des migrations qui soient fluides et sans interruption de service, ou en tout cas les plus petites possibles. Et puis, on s'est donc donné ce rendez-vous au mois de juin de redéployer finalement, de refaire un nouveau build sur quelque chose de ISO, avec tout ce qu'on pouvait faire de mieux à cet instant-là, en termes de features disponibles. Et puis, courant juillet, ce qu'on avait commencé à identifier comme des points peut-être un peu limitants ou faibles sur l'architecture, ont commencé à apparaître dans les roadmaps de Scaleway suite à de nombreux échanges, comme on a pu déjà le dire avec Freddy, avec les équipes Scaleway. Et une des évolutions les plus majeures qu'on a pu rapidement tester dans les phases early, donc bêta, ça a été la mise en place du VPC avec le support des private networks, parce qu'effectivement, vous avez peut-être pu comprendre du coup, les bases de données ne communiquent pas avec un réseau privé et dédié avec les nodes du cluster capsule, ce qui était donc un problème de performance, un problème aussi un petit peu de sécurité, et il y avait des grosses contraintes, vu que les IP des nodes changeaient, les IP publics changeaient assez souvent, puisque le cluster pouvait auto-scale, on avait aussi des contraintes de whitelisting à maintenir, ce qui était quelque chose de lourd.
Donc ça, énorme feature, gros changement d'architecture réseau. Pour faire rapide également, le fait d'avoir utilisé un chart qui va nous permettre de déployer une application, nous a permis aussi de passer d'un mode où on utilisait, un FQDN d'une base de données qui était une IP publique à un FQDN, finalement une vraie entrée DNS interne, et pour faire ça, on a dû mettre en place, un module Terraform également qui va aller associer, un FQDN interne d'un service à l'IP finalement local, LAN du private network de la base de données. Donc ça a été aussi quelque chose qui nous a permis d'aller très vite après sur les déploiements, puisque on pouvait piloter tout ça avec les Mchart. Passons à la suite et voyons un petit peu qu'est-ce qu'on a eu de plus avec les private networks. J'oublie quand même de dire qu'on a eu le Secret Manager qui est arrivé effectivement plus tard en juillet, et que ce Secret Manager, Scaleway a fait ce qu'il fallait pour aussi contribuer à l'external secret qui est déployé pour qu'il soit communicant. Parce qu'au tout début, ce n'était pas le cas. C'est arrivé un petit peu après, mais en tout cas, ils ont fait ce qu'il fallait, et là-dessus, c'était un bon boulot aussi. En novembre 2023, il y a quelque chose de nouveau qui rentre et qui était une des étapes qu'on avait shortlisté comme étant un peu limitante. Effectivement, pas d'IP public dédié à l'ensemble d'un cluster capsule. Donc, des contraintes pour pouvoir whitelister des services externes, je ne sais pas moi, une API ou un service SMTP. Donc, là arrive enfin, quelque part, une Public NAT Gateway compatible avec le nouveau private network qui a été mis en place, qui effectivement propose un service DHCP. Au mois de juillet 2023, quand le private network arrive, il est en place, les performances sont là, mais il n'y a pas de DHCP. Alors, de service IPAM, mais en gros, c'est ça, c'est-à-dire une association entre une adresse MAC et une IP. Donc, tout était en statique. Là, on arrive dans un Public NAT Gateway compatible avec le DHCP. Et on arrive à une deuxième chose très importante. Donc, du coup, on peut sortir avec une seule IP publique, et surtout, on peut faire en sorte que les nodes du cluster K8S passent en mode soit full isolation, ce qui veut dire qu'elles n'ont plus du tout d'IP publique. Tout passe par par le private network et la public NAT gateway pour communiquer justement avec le control plane qui est extérieur, ou un mode qui ressemble un petit peu à celui du départ, c'est-à-dire un mode contrôlé où les nodes du cluster K8S ont quand même des IP publics, sont quand même dans le private network, mais ont des ACL et voilà, sont donc un mode un peu entre deux. Le secret manager est toujours là, les object storage sont toujours là, pas de gros changements en novembre, à part celui-là qui est quand même majeur. Architecture cible 2024, qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on peut arriver à faire et où on en est. Aujourd'hui, grâce au private network multi-zone, on peut envisager, et plus qu'envisager, on déploie actuellement donc des clusters capsules multi-ASY, car là aujourd'hui ils sont en single ASY et on les fait évoluer vers donc du multi-ASY grâce justement à ce qui a été déployé au niveau de l'architecture réseau. Ce qu'on constate, c'est qu'on va vers quelque chose de très résilient. Les services comme les bases de données managées qui sont en achat en haute dispo, par exemple en FR par 1, vont pouvoir avoir un read réplica aussi managé dans une autre zone. On va avoir des mécaniques qui vont nous permettre de les promote comme étant des bases de données principales et éventuellement de pouvoir réinverser. Ce n'est pas encore idéal. On va y aller. Je pense que c'est une histoire de roadmap, toujours un petit peu, mais en tout cas, on est avec eux pour leur définir les besoins et ce qu'on aimerait tester. On aimerait avoir une base de données managée qui soit synchro sur plusieurs zones dans une région. Ça, ce serait idéal. Ce qui nous manque, de par le fait qu'on ait beaucoup de technologies différentes et quelques-unes un peu legacy, c'est que une des plus grosses contraintes dont on n'a pas encore vraiment parlé, c'est que nous sommes en read-write-runs, c'est-à-dire que un pod est associé à un volume. On ne peut pas associer plusieurs pods à un volume. Pour le moment, pour avoir ça, il faudrait du read-write many. Et ce qu'on aimerait avoir dans cet article cible en fin d'année, effectivement, c'est le fameux service de stockage de fichiers partagés, read-write many, qui va nous permettre vraiment d'avoir une résilience et de commencer à architecturer des applications vraiment plus finement et beaucoup plus résilientes. Qu'est-ce qui nous a permis de déployer rapidement et de continuer en fait à itérer et à s'adapter à différentes applications et pipelines et besoins des équipes? Finalement, c'est cette méthodologie GitOps
qui est un peu une continuité du DevOps, mais on va y venir de suite. Qu'est-ce que c'est? L'idée de la méthodologie GitOps, c'est de se baser sur un référentiel Git qui est une source de vérité unique dans lequel on va clairement décrire complètement de façon déclarative tout ce dont on a besoin et ce qu'on veut déployer. Donc, ça va être un petit peu comme le code d'infrastructure Terraform, quelque part, ça va être versionné et immuable. On va savoir qui fait des modifications, on va pouvoir avoir une traçabilité. L'avantage fondamental de tout ça, c'est que avec un outil qui permet de contrôler le drift, donc les divergences comme Flux ou Argo CD, mais Flux c'est plus pour la partie infrastructure pure avec Terraform et Argo CD plus pour du déploiement d'applications. Nous, bien sûr, là, on a fait le choix d'Argo CD. Argo CD va nous permettre quelque chose de fondamental, c'est de pouvoir faire une convergence continue d'un état descriptif à un état live. Vous déployez quelque chose la première fois, ça se transcrit par des éléments qui vont vraiment populer dans le cluster capsule et à un moment, ils vont correspondre à l'état que vous avez décrit, donc il va dire que tout est sync, tout est vert, tout est parfait. Ça permet l'idempotence, la reproductibilité, ça permet l'adaptation à des environnements différents, ce qui là a été notre cas, c'est-à-dire définir un cadre, changer des valeurs, et finalement ça change les environnements, puisque ce qui peut faire une différence d'environnement, c'est finalement, en tout cas dans notre cas, que les valeurs, pas taper sur la même base, pas utiliser les mêmes API, ce genre de choses. Avoir des instances de sizing différentes, voilà. Et puis, ça permet un déploiement continu, un petit changement, un petit peu dans le mindset des gens au niveau des pipelines, puisque c'est pas la pipeline qui va aller faire des commandes ou pusher des choses, c'est la pipeline qui va finalement juste aller écrire sur un repo Git un changement déclaratif d'état, donc par exemple un changement de version d'image de Docker, et donc il va s'en rendre compte parce on va aller le voir. Il va aller revoir de façon périodique cet état de référence pour voir s'il y a eu un changement. Ça permet aussi quelque part de concevoir des pipelines plus sécurisés au sens où on va pas commencer à jouer avec des kubectl ou des choses qu'on va inclure dans la pipeline. On va juste en fait écrire un changement de valeur, comme je l'ai dit, dans un repo Git et en fait quelque part Argo CD va venir faire un Git pull. Donc on va aller voir ça de suite. J'ai parlé pas mal du travail qu'on avait pu faire entre février et juin. La plus grosse base de travail a été de harmoniser, comprendre comment les 10 premiers projets qui étaient là à migrer étaient buildés, déployés, quelle base d'image était utilisée. Alors, ça ne fait pas vraiment partie du M-Chart, mais effectivement, déjà, il y a aussi une harmonisation des images de base à utiliser. Chaque équipe n'utilisait pas forcément les mêmes. On avait notamment en février 2023 comme problématique les performances du container registry qui n'étaient pas totalement au rendez-vous en termes de performance. Donc on avait un énorme challenge de réduire l'empreinte des Dockerfiles au maximum. En faisant ça, plus en essayant de comprendre qu'est-ce qui était le noyau dur, le commun entre ces différentes applications, on a pu par plusieurs itérations, parce qu'on n'a pas réussi à parvenir à faire un template chart au mois de juin d'un coup, ça est venu après, donc plusieurs itérations, en tout cas les premières c'était vraiment de faire du sur-mesure sur chaque application, de faire un peu des copier-coller au début, et puis finalement on a tout harmonisé pour faire quelque chose qui est générique, templatisé pour un workload particulier, donc par exemple un WordPress, un Drupal, des choses qu'on peut déployer. C'est un travail donc d'uniformisation des besoins. Ça se présente comment? Donc un M-Chart, Helm, c'est un gestionnaire de paquets. Chart, finalement, c'est le paquet. À l'intérieur, on va avoir un ensemble d'objets structurés de façon hiérarchique avec des entrées de répertoire. En gros, tout ce que vous allez définir dans le répertoire template, c'est ce dont vous allez avoir besoin et auquel vous allez passer des variables avec des valeurs. Ça permet aussi d'aller faire de l'automatisation à la limite entre l'infrastructure et finalement l'applicatif parce qu'on va pouvoir déléguer la création automatique de volumes, par exemple. On va faire des PVC, donc des volumes claims. On va déléguer aussi la partie des créations des ingress, c'est-à-dire l'entrée de votre application, intégration-mon application web.exemple.com, par exemple. Elle va se créer automatiquement, on le verra tout à l'heure. Et également, là, on va déléguer la partie de la création des certificats qui va se faire automatiquement. Il y a plein d'autres cas. J'ai parlé des secrets aussi, du coup, où on va pouvoir les synchroniser automatiquement. C'est intéressant car c'est réutilisable, paramétrable, versionnable. Encore une fois, on peut avoir la même logique qu'avec du code applicatif. On peut se dire que le template a une branche de développement qui va être associée à des environnements de développement, et puis une branche plus voilà, une branche main qui va correspondre à de la pré-prod et pourquoi pas des tags de release de production qui correspondent à un environnement de production. Donc on va aussi du coup avoir un chart qu'on va versionner.
un exemple rapide de comment on peut justement créer rapidement un certificat SSL automatiquement. Et puis, tiens, pourquoi pas, j'ai besoin d'y associer une whitelist, donc un middleware, ça s'appelle comme ça en tout cas avec Traefik, et puis un certificat. Donc j'en ai parlé un petit peu vite. Le domaine est vaste et complexe, mais en tout cas, pour faire un petit peu simple, on va avoir un élément YAML descriptif qui est un manifeste et qui va donc définir à l'endroit où il doit se poser, donc un namespace. Donc là, ça va être mon application, par exemple, et qui, avec les annotations, va pouvoir piloter finalement Traefik, qui est notre ingress controller. Donc lui, l'ingress controller, il fait le lien entre les besoins des applications finalement et puis le load balancer qui pilote quelque part et qui va donc sur lequel il va appliquer des règles. Avec ça, on va pouvoir lui dire, ben voilà, mon application, dans ce namespace, j'ai un middleware qui s'appelle IP Whitelist et je veux que tu lui associes. Il va l'y associer. Ce middleware, vous l'avez créé auparavant. Donc là, je ne vais pas le définir, mais il va y avoir une entrée avec des IP. Et du coup, il va appliquer ces IP à l'ingress. On va aussi lui dire qu'il a un certificat à faire avec un challenge DNS 01. Donc, on aura là aussi créé auparavant un cluster issuer qui est paramétré pour pouvoir faire ça. Et on va lui définir des règles. On va lui dire, voilà, tout ce qui arrive en monapplication.com, n'importe quoi en termes de préfixe PAF, eh ben, tu vas aller taper sur un backend de service qui s'appelle mon application service sur le port 80. C'est un peu automagique et c'est ce qui fait un peu la force finalement des déploiements avec de l'Argo CD et des Mchart, c'est que on arrive à automatiser plein de petites parties qui jusqu'à présent étaient un peu longues, répétitives, complexes ou pouvaient un petit peu traîner sur les déploiements applicatifs. Là, on arrive vraiment à automatiser quasi tout. Et ce qui est, je trouve, intéressant pour les équipes avec qui on travaille de développement, c'est qu'ils sont assez surpris maintenant d'arriver sur des projets Git où la pipeline est déjà là, la pipeline est fonctionnelle, le Dockerfile, en tout cas, la coquille vide est là et ils voient que ça déploie. Ils peuvent tester en live qu'en commit sur une branche de développe, ça part dans un environnement de développement ou d'intégration. Et ils sont relativement, j'ai l'impression, heureux. Et ça fait plaisir. Les principes de l'Argo CD, qu'est-ce que c'est? Donc, on y revient avec peut-être un petit focus un peu plus gros. On va définir au sein d'Argo CD des applications. Alors, des applications au sens Argo CD. On va décrire qu'est-ce qu'elle doit faire, qu'est-ce qu'elle doit lire comme référentiel Helm, comme repo, mais finalement, qu'est-ce qu'elle va faire avec ça? Donc, elle va lire en permanence une source de vérité, comme on l'a dit, qui est l'état attendu. C'est-à-dire que ce qu'elle va lire, c'est descriptif et elle doit le déployer. Elle va le déployer et du coup, on va la comparer. En tout cas, c'est ce que va faire l'application Argo CD. Elle va comparer l'état live de l'état descriptif. L'état live, c'est ce qui a réellement été déployé sur le cluster. Donc, on a parlé de namespace, on a parlé d'ingress, de config map, on n'a pas encore parlé, mais il y a vraiment pléthore en fait d'éléments possibles. Donc, en faisant simple, un pod, un volume, une ingress, un service, voilà. Et ça, si jamais il y a un changement au niveau de la source de vérité, quelqu'un a committé quelque chose, a enlevé un composant ou en a rajouté un, la synchro va plus être bonne. Il va vous dire qu'on n'est plus en synchro. Et donc lui, en fait, il va faire une réconciliation permanente de l'état. Et il va faire en sorte, lui, il va tenter jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus que ça soit synchro. C'est son but ultime. Voilà en fait globalement le principe de l'Argo CD. Maintenant, une application, ça peut être juste une application, voilà, un Hello World, une application simple, ou alors on peut aller un petit peu plus loin, et c'est un petit peu ce qu'on a fait. On s'est dit, tiens, on va aller dans le but de faire quelque chose de vraiment hyper reproductible et multi-environnement, on va utiliser l'APOVAP. L'APOVAP, c'est définir une application qui elle-même, en fait, définit d'autres applications. Donc, c'est le fait d'avoir une application parente qui va aller déployer des applications enfants. Là, l'idée, donc, du coup, c'est de définir qu'on a besoin d'une application. On va prendre l'exemple de MVP Drupal 9, pour ne pas la citer, qui, elle, en fait, de par juste les changements de valeur, utilise le même chart, le même M-chart, mais de par les changements de valeur, est en fait dans des contextes d'environnement complètement différents. Donc, on va pouvoir très facilement, juste en changeant les variables d'environnement, définir une application enfant d'intégration, de recettes, de pré-prod ou de production. La structure du repo ApoVap, pour faire simple, c'est un répertoire, racine, root, Argo CD App, par exemple, vous pouvez l'appeler finalement comme vous voulez, et à l'intérieur de cela, autant de répertoires qu'il y a d'applications Argo CD. Après,
à l'intérieur de ce répertoire-là, on va définir un fichier de customize, enfin customization YAML, qui va contenir les fichiers qu'il doit lire et fusionner, entre guillemets, pour être lus et interprétés par Argo CD. Tout cela, c'est ces fichiers d'environnement application Argo CD en vert qui eh bien, vont charger un Helm chart, là en l'occurrence notre Helm chart générique, et des valeurs à y associer, des valeurs qui sont les valeurs du Helm, donc des Helm values. Et là, on a fait le choix de les intégrer au même niveau que les déclarations des applications Argo CD, donc ce qui peut être un peu confusant quand on n'est pas dans l'application. Mais ça a été possible aussi par de nombreuses en fait, améliorations d'Argo CD. Au tout début d'Argo CD, il n'était pas possible de charger des M-values sur des repos ou des choses distantes. Il fallait que ça soit vraiment local à l'endroit où on chargeait. Donc c'était contraignant. Mais là, le fait de pouvoir mettre les M-values dans finalement enfin, comment dire, les rendre indépendantes du M-chart, du repo M-chart, eh bien ça a permis de simplifier beaucoup aussi la façon d'associer des valeurs à un environnement. Bien sûr, bah, du coup, on peut créer autant de répertoires qu'on veut, c'est modulable à souhait et voilà, reproductible. Du coup, comment ça se passe pour justement un développeur avec ce concept d'AppOvap? Un développeur, il va travailler sur son repo applicatif, son site web, il va commit, admettons qu'il soit en branche de développe, euh, alors on en a parlé un tout petit peu, mais je pense qu'il ne faut pas trop rentrer dans les détails, mais en tout cas, en pilotant GitLab avec Terraform, on peut associer, et on l'a fait, des matrices. C'est-à-dire qu'on va dire, c'est à la carte, aujourd'hui vous avez une branche de développe et vous voulez déployer uniquement en intégration. OK, on peut vous le faire. Quand vous êtes sur la branche main, vous voulez aller que en pré-prod, on peut vous le faire aussi. Et si vous faites des tags, les tags que vous voulez, vous me dites, ça ira que en production. Ça, on va pouvoir le piloter en fait à partir de Terraform. On va pouvoir aussi définir si les comportements et les différentes étapes, les différentes job stages sont automatiques ou pas. Est-ce qu'on veut automatiquement déployer une image qu'on vient de builder sur un container Scaleway? Est-ce qu'on veut automatiquement du coup modifier la valeur dans la POVAP de l'ADEME qui fait que l'image va changer de version et que au bout d'un certain temps, Argo CD va s'en apercevoir et va se dire ah tiens, j'ai une nouvelle version à déployer. Tout ça, on peut le paramétrer avec Terraform. Du coup, qu'est-ce qui se passe quand il commit? Donc la pipeline se lance. Selon les choix qui ont été établis au démarrage du projet ou en cours, parce que voilà, on peut changer d'idée et pourquoi pas, on va builder l'image. On va builder l'image avec une pipeline que nous fournissons, qui est une pipeline deploy template, qui fournit un certain nombre du coup d'outils nécessaires et qui par de multiples finalement itérations s'est amélioré et étoffé. Et on va fournir une image. Cette image, on va la scanner, on va valider qu'elle marche bien, on va la pusher sur un container registry. Et puis, à un moment, on va décider si oui ou non c'est automatiquement déployé sur un container enregistré chez Scaleway. Et à la fin, quand on va avoir fini cette pipeline de CI, on va finalement trigger une pipeline de deploy, une CD, qui elle n'a que pour unique but en fait de prendre finalement le commit SHA1 et là d'où on vient, donc par exemple develop-quelque chose, enfin deux points quelque chose, le commit SHA1, et l'appliquer juste faire en fait un SED quelque part de ce repository ADEM AppOvap où il va savoir que, par exemple, c'est le fichier d'environnement dont on a parlé tout à l'heure d'application, d'intégration qu'il doit aller modifier. Et dans ce fichier d'intégration, il y aura un endroit où il y aura écrit image tag et on va juste en fait simplement changer l'image tag. Qu'est-ce qui se passe? L'Argo CD qui tourne sur le cluster de service donc vient pull de façon, on va dire, souvent récurrente, voilà, toutes les 30, 60 secondes, 5 minutes, qu'importe, et il va voir qu'il y a un état qui change. Il va voir qu'il y a un état qui change, et ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'au niveau des fichiers d'application Argo CD, on peut lui définir un cluster de destination. Donc, par exemple, on va dire que dev-mon application, elle doit aller sur le cluster de prod, et que prod-mon application, elle doit aller sur le cluster de prod. Et bien ça, il va le voir, et du coup, il pilote en fait les autres clusters capsules. Du coup, sachant que l'application est de l'intégration, il va appliquer son déploiement au cluster capsule de hors prod, sur lequel en fait Argo CD a la main. C'est une pieuvre, ce n'est pas pour rien, je pense. C'est parce que effectivement, c'est tentaculaire et qu'il peut aller du coup piloter via les services accounts les différents clusters que vous avez définis. Voilà, en fait, c'est un petit peu ça la magie, c'est ce qui nous a permis vraiment d'aller vite et voilà.
On peut aller sur la conclusion, je pense, Je Freddy, si rajouterais quand même tu ouais, un point important sur Argo CD, c'est qu'il nous permet aussi d'avoir une visibilité. Il y a une interface graphique qui est très conviviale, oui, je vous invite à aller voir. Il nous permet d'avoir une visibilité en fait sur notre infrastructure, sur ce qu'il y a. Et quand on dit qu'il fait de la réconciliation, on le voit en fait directement dans l'interface. Si c'est euh, si le descriptif qu'on a donné correspond bien, il va dire que c'est synchronisé, c'est vert. Et s'il y a des soucis, il va mettre, on va voir tout de suite que c'est rouge. Si c'est en cours de changement, bah, il va mettre une petite roue. On va pouvoir aller comme ça avoir une vision de ce qu'il y a. On va pouvoir aller voir les logs en live, on va pouvoir aller en chaîne dans les pods, etc. Donc c'est plus que juste un oui. outil qui fait du déploiement. Il y a vraiment tout un univers derrière qui est très intéressant à voir et qui nous permet d'avoir une vision sur l'application. Tu as tout à fait raison, j'ai complètement oublié de parler de ça et effectivement, j'en parle sur la dernière slide de conclusion, mais c'est effectivement un outil qui, je vois au bout d'un an, a permis de fédérer, je pense, les équipes autour de cet outil en tout cas, pour ces raisons justement. La possibilité, d'avoir un périmètre où ils ont l'impression, finalement d'avoir de la liberté, sur ce qui est déployé, de pouvoir se connecter, de pouvoir interagir avec le pod en shell, de pouvoir lire les logs, de pouvoir au besoin même, détruire des pods et du coup au final ça repop automatiquement. Voilà, c'est vraiment quelque chose je pense qui les a, accompagnés et fédérés et où ils trouvent l'outil vraiment agréable. En conclusion, c'est une architecture Scaleway qui effectivement, est en constante évolution. On colle vraiment au niveau du code Terraform, aux versions du provisionnaire de Scaleway. Tout simplement parce que si on veut pouvoir faire évoluer l'architecture, eh bien, c'est grâce à lui qu'on va pouvoir le faire. Donc c'est très, très important quand on a une architecture Scaleway de vraiment mettre à jour son provisionneur si on veut profiter des dernières améliorations. Ce qu'on peut encore une fois, mettre en lumière, c'est un support Scaleway qui, en tout cas, nous, enfin, je trouve ça hyper réactif. On a vraiment eu à chaque fois des super retours. Donc ça, encore une fois, bah, bravo à eux. Là, ce qu'on disait, c'est effectivement autour d'Argo CD, Grafana, des outils qu'on a mis en place. Les équipes semblent se fédérer et être contentes autour de ça. Et puis, ce qui est très très intéressant, toujours, notamment avec les projets de l'ADEME, c'est finalement d'avoir toujours des nouveaux projets qui nous font pousser un petit peu plus loin dans les retranchements de ce qui est possible de faire ou pas, et donc des nouveaux challenges très très intéressants à venir. Et puis surtout, peut-être un petit peu le spoil de la fin de ce webinaire, n'hésitez pas à venir nous rencontrer la semaine prochaine, puisqu'on sera sur le stand de Scaleway à la KubeCon. Voilà. Merci Didier pour cette présentation et puis merci pour ton implication dans le projet. Je vois pour l'instant pas de questions. N'hésitez pas si vous avez des questions sur la présentation. On peut revenir sur les slides pour éclaircir un point. Et si vous avez des questions. Ah, première question. Comment la sécurité est-elle assurée au sein des pods et nodes? Détection de mining, reverse shell, etc. Alors c'est une bonne question. Du coup, on a des net policy sur toutes les applications qui sont embarquées dans le M-Chart pour déjà cloisonner les flux autorisés entre les namespaces. Donc déjà, à ce niveau-là, normalement, les flux ne devraient pas sortir entre les namespaces, clairement. Ensuite, on a mis en place assez récemment, et on est en cours de maturité là-dessus, un Trivy opérateur qui nous permet de scanner en permanence tout ce qui est déjà déployé sur le cluster, mais également en avance de phase au niveau des pipelines, savoir que ce qui est déployé est à jour et n'a pas de faille de sécurité avérée grave. Après, des détections de crypto mining, Bah, non, en fait, je on n'ai pas de l'a un réponse peu là-dessus. puisque, au niveau de la supervision, on a toujours en fait, une vérification des niveaux de CPU et de RAM qui sont, utilisés Oui. et tous les conteneurs qui sont, déployés, dans chacun des pods, eux ont des limites, limites et requests, qui doivent être définis. Donc ceux qui ont pas de limite à request, si, ils viennent à augmenter, c'est eux qui vont être dégagés en premier quoi, entre guillemets. Mm. S'il y a un Ils problème, vont revenir à c'est un eux qui sautent en état, premier. ils vont revenir à un état d'idempotency, enfin ils vont reprendre le Docker pool d'avant, donc ils vont repartir à zéro. Bon, après, est-ce que Voilà, c'est une bonne solution? on dit pas, on va pas dire qu'on a de la détection de crypto mining et ce genre de Non. choses, mais on a des garde-fous qui nous permettent de s'assurer que ça ne dépasse pas
la possibilité que ça ne fasse pas exploser en tout cas le cluster. C'est des améliorations à mettre en place, donc comme le parlait, Didier, on est en cours encore de travail, pour mettre des choses, supplémentaires et pour apporter des outillages, que ce soit au niveau de la sécurité ou des outillages pour faciliter, l'accès, à l'équipe de développement. Alors normalement, c'est la première question la plus dure, donc elle a été passée. Est-ce qu'il y a d'autres questions, sur lesquelles d'autres points sur lesquels vous voulez? Quelles sont les contraintes et requirements qui ont motivé le choix d'une approche AppOps versus Application Set? Ah, vas-y Didier, je C'est te laisse. aussi une bonne question, parce qu'au final, on a commencé, sans la POVAP, pour essayer de voir un petit peu comment on pouvait, déployer et répondre rapidement, à avoir quelque chose de multi-environnement. Et en fait, j'ai pas vraiment de vraies réponses sur les contraintes. Nous, ce qu'on voulait juste, c'est d'avoir quelque chose qui, soit au niveau de la visibilité, dans Argo City, simple à prendre en main pour un opérateur. Donc le fait de voir une application parente qui s'appelle application 1 et qui a des enfants et qui finalement permet, à un opérateur de voir rapidement, les différentes, applications avec les contraintes peut-être d'OIDC, de rôle, de airbag associés à ça. Ça nous a permis à ce moment-là d'architecturer en tout cas une complexité qu'on nous demandait autour de ça et d'avoir ce que j'ai un peu expliqué, avec le AppOVAP, le chargement finalement d'applications d'environnement assez rapidement. On pouvait intuitivement rajouter des environnements en fait, dans la description de l'application racine et donc finalement pouvoir répondre à, peut-être plus d'environnements encore, de façon plus flexible. Je ne sais pas si je réponds bien à la question, mais Je moi pense que c'est, c'est ce que je comprends de la question. ouais, et puis, au niveau de la visibilité, des équipes de développement, en fait, on a des équipes de développement qui ont qu'un seul projet. Donc pour eux, ça va être facile, ils vont avoir leurs applications et ils vont avoir une application, on va dire, par environnement. Mais on a des équipes, qui vont avoir, une dizaine de projets à gérer et bah, pour ces équipes-là, ils vont avoir une porte d'entrée, on va dire, par application et donc les environnements sont des sous-applications et donc c'est plus lisible pour eux, Ouais, c'est ça, plus visible. d'avoir ce genre de choses. En plus, d'avoir cette facilité de donner, des droits, au niveau AppOps plutôt que par environnement. L'idée c'est aussi de faire ça. Parfait. Encore, encore une petite question au moins? On a encore un peu de temps si, Je pense, ouais. certains ont d'autres questions. Bah, merci, c'était ma première donc merci, ça fait toujours plaisir. Alors pour une première présentation de Didier, je trouve que ça s'est très bien passé. Merci Didier en tout cas pour cette présentation et puis merci pour l'invitation. Bah, merci à toi S'il n'y a d'être, pas au d'autres rendez-vous. questions, je pense qu'on va pouvoir conclure. En tout cas, n'hésitez pas à nous reposer des questions, même après. N'hésitez pas à envoyer les questions, on pourra y répondre. Et puis n'hésitez pas à venir nous voir. Alors c'est Didier qui fait une présentation sur le stand de Scaleway au sein de la KubeCon. Vous le retrouverez les 3 jours. Moi, je passerai de temps en temps, mais voilà, n'hésitez pas à venir.